Nous avons plus de 40 personnes en ligne, d'autres vont arriver probablement pour 148 inscrits. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci pour votre présence ici ce soir à cette webconférence organisée par le groupe professionnel Développement durable RSE de l'Alumni des arts et métiers. Je vais partager quelques images. Et donc, le développement durable, la RSE, c'est finalement la raison d'être du groupe professionnel Développement durable, RSE. Notre raison d'être, promouvoir simplement la RSE dans notre communauté arts et métiers, mais également dans toutes les communautés intéressées. La conférence de ce soir est intitulée Tout savoir sur les labels RSE. Et pour nous en parler, nous avons 4 intervenants représentatifs des différentes catégories de labels. Tout d'abord, les 2 leaders nationaux des labels RSE, AFNOR RSE, représenté par son responsable, Alain Jounot, l'agence Lucie par son directeur des opérations, Philippe Vacher, et ensuite, pour un exemple de label sectoriel, et quel label, Cindy Levasseur, chef de service RSE, environnement et produits chimiques à l'UIMM. Et enfin, pour un label associatif, l'Association nationale France Qualité, dont le référent RSE est ici présent, François Saladco. Le déroulement de ce début de soirée, nous allons passer 1h15, 1h30 ensemble, va s'opérer en 4 séquences. La première sera dédiée au positionnement de chacune, chacun, sur son ou sur ses labels. Durant la deuxième séquence, les intervenants s'exprimeront sur la notion de crédibilité d'un label, crédibilité. Puis, lors de la troisième séquence, sur la compatibilité avec la CSRD, nouvelle directive, et donc sur l'articulation de leur label RSE avec cette nouvelle réglementation européenne sur la durabilité. Et enfin, la quatrième séquence consistera à répondre à vos questions, tout simplement. Ces questions, posez-les s'il vous plaît sur le chat, des questions courtes et donc en quelques mots-clés. Merci d'avance. Merci aussi de maintenir vos micros fermés. Il y a quelques micros qui fonctionnent là. Et je vous confirme à nouveau que cette webconférence est enregistrée. Première séquence, donc, avec 2, 3 diapos par intervenant. Merci d'éteindre vos micros. Et merci à ces intervenants de commenter rapidement leurs diapos, 3, 4 minutes si possible. Et c'est Alain Jounot, responsable d'AFNOR RSE, qui s'y colle en premier. Tu as la parole, Alain. Merci Gérard et bonsoir à toutes et tous. Tu m'accordes 3-4 minutes, donc je vais faire très vite pour présenter finalement notre positionnement et le label engagé RSE. Ce label a été développé et créé en 2006, bien avant la sortie de la norme ISO 26000. Et alors pourquoi bien avant la norme ISO 26000? Tout simplement parce que on avait travaillé sur un document français à l'époque en 2002 et 2003 qui s'appelait le guide SD 21000, et c'est sur cette base-là qu'on avait développé des modèles d'évaluation et donc un label. Et le label engagé RSE, finalement, son bébé finalement est né en 2006. Autre point important, c'est que toujours sur notre positionnement, très rapidement, on a voulu asseoir la crédibilité et la robustesse, on va dire crédibilité des démarches. Si la personne qui parle veut bien éteindre son micro, ça sera plus agréable pour l'intervenant. Euh, euh, bon, ouais, je vais continuer, c'est pas grave. Et donc, je Merci, continue. merci à la personne qui parle de fermer son micro, s'il vous plaît. Bon, bah, c'est pas grave. Mais c'est le monde J'en ai actuel. coupé quelques-uns, Alain, tu peux continuer.
Et donc, en 2021, on a créé un réseau au plan européen avec différents acteurs qui s'appelle Responsibility Europe. Alors, pourquoi on a créé ça? Tout simplement parce que, comme le dit le rapport de la plateforme RSE de France Stratégie, il y a beaucoup trop de labels aujourd'hui, mais surtout, tous ne se valent pas. Et dans la mesure où il n'y avait pas de système de régulation en France pour reconnaître ce qu'est un vrai label et surtout un label robuste et crédible, eh bien, on a créé ce réseau avec un système de reconnaissance et de validation des labels. Et ce réseau commence à s'étendre de plus en plus. Euh, il est reconnu par les parties prenantes. On a beaucoup agi ces derniers temps auprès des donneurs d'ordre, mais aussi auprès de certains ministères. Et donc, c'est en voie de finalement d'être concrétisé, puisque prochainement devrait être annoncée la reconnaissance officielle du label engagé RSE par certains services de l'État dans le cadre des appels d'offres publics. Je passe au transparent suivant sur notre positionnement, très rapidement, parce que j'ai que 3-4 minutes. Euh, on considère, et ça c'est important, qu'un label RSE, une démarche RSE, elle ne peut pas être déconnectée du terrain. Et donc, il est important dans un label de pouvoir à la fois évaluer tant les pratiques de l'entreprise, mais aussi de mesurer ses impacts négatifs et positifs. Et ça, c'est important dans la conception même des référentiels et dans la conception même de la méthodologie d'évaluation. Autre chose, c'est que ce n'est pas uniquement et ce n'est surtout pas un exercice de reporting, c'est avant tout une transformation opérationnelle. C'est-à-dire que le plus d'un label, c'est d'aider l'entreprise à se transformer et donc lui donner tous les éléments d'appréciation qui lui permettent véritablement de se transformer. Donc le label engagé RSE, c'est cette volonté de transformation où aujourd'hui, on mesure effectivement les impacts je dirais, négatifs et positifs des entreprises. On l'a basé sur référentiel sur l'ISO 26000, mais pas uniquement. On a été très orienté sur les ODD, mais également dès l'origine, et ça dès 2006, sur la Global Reporting Initiative. Et puis, on s'intéresse à travailler énormément avec les organisations professionnelles et les fédérations professionnelles. Et c'est pour ça qu'on a des partenariats avec plus de 16 d'entre elles. Ça continue de grossir et qui s'applique une déclinaison auprès de 11 labels, pardon, 11 labels sectoriels. Et puis enfin, le dernier transparent qui vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, on est le premier label aujourd'hui en France en nombre de labellisés, puisqu'on a 640 labellisés avec plus de 1400 évaluations réalisées. Ça, c'est transparent précédent, si tu veux bien, Gérard. Euh, plus de 100, on est plutôt maintenant à 120 évaluateurs RSE. Point important sur lequel je reviendrai, la compétence des évaluateurs, elle est prépondérante dans la robustesse d'un dispositif de labellisation. Et donc, on a 120 évaluateurs qui ont suivi un cursus, on va dire, de validation de leurs compétences, qui est je ne vais pas dire rigide, mais plutôt robuste en termes de contenu et d'examen. Voilà, j'en ai terminé. J'ai essayé de respecter mes 4 minutes et je te remercie. Un grand merci Alain pour avoir respecté ce timing, effectivement, et pour tes messages clairs sur Engagé RSE, un engagement au service d'une transformation opérationnelle. Alors, l'autre leader national de la labellisation RSE, c'est l'agence Lucie, et c'est son directeur des opérations, donc Philippe Vacher, qui va s'exprimer. À toi, Philippe. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis très content de vous présenter un petit peu le label du CIL et l'agence. Donc, je voudrais vous dire quelques mots tout d'abord sur l'agence elle-même, puisque nous, on fait de la RSE et que de la RSE, puisque l'agence Lucie donc, a été créée en tant qu'agence en 2009, en tant que label en 2007, qui était d'abord sous le statut associatif. Euh, L'agence est une entreprise à mission qui a pour but d'accompagner les organisations, les territoires vers des modèles plus respectueux des limites planétaires et de l'humanité. Donc, on est vraiment dans un objectif de faire progresser les organisations. Et pour ça, on les accompagne donc, dans la mise en œuvre de projets de transition. Et donc, on a des différents produits. Les produits phares sont en effet les démarches de labellisation, mais également un petit peu la notion de parcours avec une communauté et de la formation. Et pour cela, on a également créé un réseau d'experts et de partenaires autour de nos valeurs et de nos démarches. Alors, je détaille dans la slide suivante, en effet. Donc,
Qu'est-ce que l'on fait? Donc, on a un centre de formation parce que le point de départ, c'est quand même la montée en compétences, que ce soit des référents RSE ou des personnes de l'entreprise, de la gouvernance, même des élus, enfin, de toutes les parties prenantes. Il y a un grand besoin de savoir de quoi on parle, de monter en compétences. Donc, là-dessus, on a développé et on a fait grandir depuis quelques années un centre de formation. Donc, aujourd'hui, on a une cinquantaine de formations autour des thématiques de la RSE, avec bien sûr les démarches, la modalité de démarche et la méthode Lucie, comme je l'appelle, qui est une méthode qui s'apprend en quelques jours et qui a prouvé son efficacité depuis une quinzaine d'années. On est une vingtaine de salariés, vous avez vu la photo, il y a à peu près tout le monde sur la photo, même s'il y a eu quelques changements, elle date d'il y a un an, mais voilà, on est une vingtaine de collaborateurs à l'agence, pour vous donner un petit peu une idée de la taille de l'entreprise. On a ensuite donc ce qu'on appelle la communauté Lucie. Alors la communauté Lucie, qu'est-ce que c'est? C'est pas un simple club comme ça, c'est les entreprises qui ont signé leur contrat, qui ont payé leur acompte et qui sont engagées dans une démarche de label. Donc, c'est vraiment des entreprises vraiment engagées. Et le jour où elles se désengagent, eh bien, elles sortent de la communauté. Donc, voilà. Donc, on a 1300 membres dans la communauté et dont à peu près, je ne sais pas les chiffres, les derniers chiffres là, mais on est à 800, 850 labellisés derrière. Alors, cette communauté, on la fait vivre et c'est le fait de dire que quand vous entrez dans une démarche de labellisation, vos raisons d'être étant de faire progresser les organisations, on le fait par des outils, par surtout des événements qu'on organise entre les membres toute l'année. Et puis un réseau également de partenaires qui vient se rajouter. Et puis donc notre produit phare, ce sont donc les labels. Donc ce sont tous des labels dits de progrès. C'est-à-dire qu'on va bien sûr faire une photographie de l'organisation, de sa démarche, de sa maturité, mais on va aussi, voire surtout, labelliser la pertinence et l'engagement dans le plan de progrès, le plan d'action. Donc c'est vraiment ça ce qui est important pour nous. Et donc, on a un comité de labellisation indépendant qui va évaluer le plan d'action des entreprises ou des collectivités, d'ailleurs, des organisations ou associations. On a des partenaires qui vont faire l'audit, qui sont des grands noms de l'audit comme Bureau Veritas ou SGS, et puis également des spécialistes comme RS Eval ou Baker Tilly, également en startup, c'est plus sur un label lié aux organismes de formation. Donc, le référentiel est appuyé sur l'ISO 26000. Donc, le référentiel, le premier label a été créé en 2007. Et puis, on a également les labels numériques responsables qui sont faits en partenariat avec l'Institut du numérique responsable et France IT, mais qui là sont des labels thématiques où on ne va pas prendre strictement l'ISO 26000. On est plus sur un référentiel qui a été créé spécialement. Alors, on peut regarder la dernière slide. Donc, je fais simple en 3 slides, mais pour vous donner un petit peu, même si on y reviendra après, mais voilà, en gros, donc nos labels sont des labels de progrès, mais on a également 3 niveaux qui sont des niveaux de progression avec des natures de labellisation différentes pour s'adapter aux différents types d'entreprises et d'organisations. Le label Lucie Progress, c'est le label de premier pas pour les grandes organisations ou moyennes organisations, mais c'est également le label adapté aux TPE. Il est sur une durée plus courte, il y a un niveau d'assurance qui est un petit peu moins élevé que son grand frère qui est Lucie 26000, qui est notre label principal. Donc, il y a un audit de terrain, mais à distance quand même, pour des questions de facilité. Et puis, il y a un plan de progrès qui est nécessaire. Il s'appuie sur une formation d'une journée. À côté, si on double tout, de 2 ans, on passe à 4 ans. On est sur un audit présentiel et une formation de 2 jours et un plan de progrès qui est validé, lui, donc, par le comité de labellisation. C'est là vraiment le cœur du sujet pour l'agence Lucie. Et puis, on a bien sûr de nombreuses déclinaisons, enfin, bien sûr, non, on a de nombreuses déclinaisons sectorielles. Pour des banques, certaines industries, et sur les organismes de formation. Et à l'automne, on sent quelque chose autour de la CRCRD, on en reparle tout à l'heure. Et le troisième niveau, donc ça c'est un niveau très élevé où pour l'instant il n'y a pas encore d'entreprise labellisée, c'est le niveau supérieur où on va toucher les limites planétaires. Donc là, on s'appuie sur l'ISO 26000, il faut avoir le label du CI 26000 préalablement, mais là on va, avec une base de calcul un peu spécifique qui a été créée spécialement, on va évaluer l'impact de l'entreprise au niveau des limites planétaires, tout en respectant un plancher social. Donc là, on est sur du résultat pur et dur. Quel est mon impact CO2 par rapport à mon activité, par rapport à ma valeur ajoutée?
Voilà, donc tout un dispositif pour dire qu'on accompagne l'entreprise dans ses progrès avec une volonté de faire progresser la société, de montrer l'exemple et de pouvoir dire demain, les labellisés Lucie, ils ont un impact qui est plus raisonnable et plus respectueux des limites planétaires et du plancher social que la moyenne nationale. Donc c'est possible et donc on essaie d'embarquer tout le monde de cette manière-là. Très clair, Philippe. Également, guider les organisations, tu l'as dit, vers un modèle respectueux de la planète et bien sûr de l'humanité. Un grand merci. Et c'est maintenant Cindy Levasseur qui va s'exprimer avec et notamment cette diapo. Elle est chef de service RSE, environnement et produits chimiques, qui va nous présenter l'UIMM, le cadre UIMM et son label de branche sectorielle. À toi, Cindy. Bonjour à tous, donc Cindy Levasseur, UMM. Alors l'UMM, c'est quoi? C'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. La métallurgie, c'est 42 000 entreprises en France, dont 98% pardon, de TPE, PME de différents secteurs. Je ne vais pas tous les citer, mais ça regroupe les producteurs et les utilisateurs de métaux, donc l'automobile, les machines équipements industriels, l'aéronautique, le naval, le ferroviaire, et j'en passe. Et on a également 10 fédérations professionnelles au sein de la branche pour représenter justement ces différents secteurs. Et l'UMM, c'est aussi un ancrage et un maillage territorial au plus près des entreprises avec 58 UMM territoriales qui accompagnent les entreprises au quotidien. Le slide suivant. Alors l'UMM accompagne les entreprises industrielles dans leur transformation, initialement en matière sociale et en matière de développement, notamment la formation, le recrutement, et également dans les défis des mutations technologiques. Et aujourd'hui, la RSE est pleinement intégrée dans la stratégie de l'UMM pour en faire évidemment un levier de compétitivité et d'attractivité. On a choisi de mener notre démarche RSE en propre, qu'on appelle plus engagé, plus performant. Donc, on n'a pas fait ça pour se faire plaisir, bien sûr. On l'a fait pour répondre à un besoin bien présent aujourd'hui pour nos TPE-PME. Alors, TPE-PME dans la métallurgie, ça veut dire des fournisseurs et des sous-traitants de grands donneurs d'ordre. Grands donneurs d'ordre qui peuvent être aussi de la métallurgie et de bien d'autres secteurs. Donc, à quoi veut-on répondre? On veut répondre aux exigences commerciales des donneurs d'ordre, justement, qui sont soumis, eux, à des exigences réglementaires qui leur demandent de s'intéresser à la chaîne d'approvisionnement. Et là, ça touche effectivement nos TPE, PME par effet cascade, l'ensemble des rangs de sous-traitance. Donc, l'idée avec notre démarche, c'est d'embarquer nos TPE, PME dans la RSE avec une démarche de branche et donner l'opportunité aux donneurs d'ordre de s'appuyer sur une démarche de qualité et calibrée sur notre branche d'activité. Le second point, c'est l'attractivité, et ça c'est un point important. Ça permet de mobiliser les salariés en interne, de permettre l'octroi de prêts et de taux de financement pour les projets des entreprises qui sont de plus en plus conditionnés à des exigences RSE. On a également maintenant de l'éco-conditionnalité des aides de la région, de l'État, etc. Et enfin, comme on le verra probablement dans les séquences suivantes, mais c'est un véritable outil de pilotage pour les entreprises pour progresser en interne dans le cadre de la transition qui est attendue des entreprises aujourd'hui. Donc, on a un référentiel de branche qui est important, c'est assez innovant, c'est qu'on a une approche de performance globale industrielle. Donc, on démystifie aussi à travers ça les concepts de la RSE. C'est axé sur le projet de l'entreprise, donc sur sa stratégie avec le contexte actuel. C'est adapté à sa culture, à son organisation. Donc, on regarde l'entreprise à 360. Donc, j'ai envie de dire qu'on va un peu plus loin que ce qui est exigé aujourd'hui dans le contexte réglementaire.
On regarde la stratégie et le projet de l'entreprise, sa gouvernance, on regarde le social, on regarde son impact environnemental dans le cadre de sa production, on regarde ses produits, services et marchés, on regarde son écosystème territorial, etc., etc. Donc, on est assez large. Ce qui est important, pourquoi notre démarche fonctionne bien, c'est qu'on a une approche très pragmatique de terrain avec le langage de l'entreprise et surtout un plan d'action pour être dans le progrès. Donc, et le dernier point important pour nous, au-delà du fait d'être dans la performance globale industrielle, c'est aussi d'être en cohérence avec les textes réglementaires qui s'accélèrent, et notamment, le devoir de vigilance qui pèse sur les donneurs d'ordre, et la CSRD, mais plutôt sous l'angle volontaire avec la norme volontaire EFRAG. Donc tout ça pour dire que notre objectif, c'est bien de concilier les aspects transition et compétitivité des entreprises, donc pour les faire grandir dans les enjeux qui sont les leurs, et de rassurer aussi et de faciliter la tâche des acheteurs et des banquiers avec une démarche de bon sens. Et ça, aujourd'hui, nous avons des donneurs d'ordre qui l'ont déjà bien compris et certains l'ont déjà intégré dans leur politique achat. Alors, quelle est notre démarche? Aujourd'hui, on a lancé depuis moins de 3 ans une charte d'engagement RSE. Donc, il s'agit pour notre réseau des conseillers RSE UMM référencés. C'est une communauté de 140 conseillers qui procèdent aux évaluations dans l'entreprise, sur le terrain. Ce sont des gens formés et désignés. À l'issue de cette évaluation, si les résultats sont bons, on leur délivre une charte d'engagement, mais c'est l'engagement de l'entreprise d'engager un plan d'action, de le mettre en œuvre, et c'est valable 3 ans. Donc c'est un petit diplôme que l'on leur délivre. Aujourd'hui, on en a délivré 720 et ils peuvent le faire valoir auprès des parties prenantes. Et encore une fois, l'accueil est très favorable à la fois chez les grands donneurs d'ordre et dans les banques. En parallèle, on a une école RSE UMM qui va démarrer sous peu pour former des référents RSE en entreprise pour piloter la démarche RSE de l'entreprise, parce que nous faisons à travers cette évaluation et ce plan d'action une photo finalement à l'instant T. Et l'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un, un pilote dans l'entreprise pour mener à bien le plan d'action. Et là, on a un second processus, donc un label RSE UMM qui va être opérationnel en fin d'année. Là, les évaluations approfondies sont déjà en cours. Donc, il y aura une évaluation, un engagement dans un plan d'action, et ceux-ci seront vérifiés par un organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC. Donc, je crois que mon temps est imparti et dépassé. Oui, tout à fait, Cindy. Merci pour le timing. Et bien noté, c'était très clair également, cette cette RSE, un choix politique important, tu l'as dit, pour l'UIMM, la RSE qui devient réellement un levier de compétitivité, tu l'as dit également, et d'attractivité, un mot fort. Merci. Nous terminons ce tour d'horizon virtuel par l'association France Qualité, qui fédère une douzaine d'associations régionales et dont le référent RSE, déjà dit, est François Salatko. Bonsoir à toutes et à tous. Donc quelques mots d'abord sur France Qualité. Gérard, tu viens d'en dire quelques mots. Donc c'est une association, c'est environ 2500 entreprises ou organismes en France en qui sont affiliés soit directement, soit par le biais des associations régionales. Alors le mot qualité, il est historique, c'est-à-dire qu'au départ c'était le Mouvement français pour la qualité et ça regroupait entre guillemets, des qualiticiens essentiellement. Aujourd'hui, tout ça est très largement dépassé. On est sur la notion de... Donc, la RSE est au cœur aussi des activités. On est sur la notion de performance globale. Le mot est déjà apparu plusieurs fois dans les présentations.
Mais ça veut dire, c'est cohérent dans la mesure où on parle de système de management, d'approche de prévention, maîtrise des processus, etc., d'amélioration continue, bien sûr. Le réseau d'associations régionales, Gérard, tu l'as évoqué, des partenaires aussi, parmi lesquels notamment AFNOR et Lucie, d'ailleurs, j'y reviendrai, des initiatives régionales. Il y a une diversité hein, sur ces questions-là d'initiatives, de clubs, de formations selon les associations régionales. Et puis, bien sûr, des événements, des publications, notamment en matière de RSE, et des événements et des grands événements, puisque euh, la France préside l'Organisation européenne de la qualité. Il y a un grand congrès international qui aura lieu au mois de novembre à Reims, hein, donc ça fait partie des activités. Et puis une offre de service assez étendue. Parmi cette offre de service, on va trouver la labellisation Rexelis. Deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est un peu l'approche RSE, c'est-à-dire quand on parle de RSE, bon, sans doute beaucoup d'entre vous sont déjà au parfum de tout ça, mais c'est quand même bien sûr les trois piliers, la compréhension des enjeux, la notion d'intégration, hein, elle est quand même essentielle, elle est dans le texte de la définition de la norme ISO 26000, et puis la question de mise en valeur. Les entreprises ont besoin de valoriser, de mettre en valeur, alors ça peut être des labels, des certificats, et si on regarde côté CSRD, on va parler des rapports de durabilité. Donc tout ça, c'est ce qui détermine une démarche RSE, on va dire, hein, d'une manière générale. Et cette démarche RSE, on insiste beaucoup sur le fait qu'elle est elle est à la fois facteur et permet de témoigner de la performance, de la transformation, de la pertinence. Ce sont des éléments importants, mais les mots ont déjà été cités d'ailleurs, de la cohérence et puis de l'amélioration continue. Donc maintenant, pour en venir à notre label Rexelis, bon, il a bien sûr, comme les autres, il a une histoire. Donc, les opérations pionnières, elles remontent à une quinzaine d'années pratiquement. Et d'ailleurs, Alain Joudot citait le SD 21000. L'acculturation développement durable ou RSE, elle a été amorcée par le SD 21000, grâce au SD 21000. C'est la prise en compte des trois piliers, de la performance des parties prenantes. Donc tout ça était déjà présent au départ. Puis le travail sur le label, la prise en compte de l'ISO 26000 en 2010, au moment où elle est sortie, mais aussi la GRI qui a été citée d'ailleurs tout à l'heure. Et ça donne cette marguerite que vous avez à l'écran avec pour aller à l'essentiel, mais il y a une notion qui est importante, c'est lié à l'intégration. On pose des questions sur les thèmes, les 10 thèmes, quid de la politique et de la stratégie, quid des processus et du management, et quid des produits et services. On est au cœur d'une activité d'entreprise, et les pétales qui sont autour, ce sont des pétales, on va dire, de parties prenantes, où on va trouver les clients, le personnel, les actionnaires, les fournisseurs, l'environnement avec toutes ces parties prenantes et la société. Et le 10e thème, c'est la notion de performance qui est interrogée. Donc, c'est à la fois un label, un référentiel qui se situe RSE Performance. C'est une démarche, je reviendrai, c'est important, c'est une démarche accompagnée, c'est-à-dire c'est à la fois une démarche et un label. Et c'est important de donner envie, de guider, hein, ça a été aussi, je crois, évoqué, mais cette dimension-là est essentielle. Et puis une dimension qui est importante, qu'on a voulu dès le départ, c'est l'accessibilité, ce qui ne veut pas dire qu'on fait ça de façon à la légère, si je peux dire ça comme ça, mais un parcours modulable, un niveau engagement, un niveau label, et puis aussi la dimension du prix, c'est-à-dire il ne s'agit pas de brader ou de ne pas compter, de ne pas passer le temps nécessaire pour accompagner ou labelliser, mais c'était une réflexion de départ qui était importante. Et au bout du compte, pour avoir un label qu'on qualifie alors d'initial et robuste, le mot initial, il est dans la convention passée avec AFNOR, hein, d'ailleurs, label initial. Et cette robustesse, bah, je reprends l'appréciation qui avait été portée par AFNOR sur le label en disant que, je crois, 100%
de cotation, si on peut dire, sur le label Rexelis correspondait à 87% du label engagé RSE. Et ça, c'est une notion importante, j'y reviendrai, c'est la notion de passerelle avec d'autres référentiels. Les premiers pas, on dit parfois, mais pour aller plus loin, alors soit avec un label sectoriel, j'ai un cas en tête actuel, et puis soit avec engagé RSE ou Lucie, par exemple, pouvoir proposer cette première étape, mais tout en ayant quand même la reconnaissance du label avec des conditions crédibles. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci François, tout aussi clair que tes trois prédécesseurs. France Qualité, un soutien associatif affirmé et actif à la RSE. C'était le message. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième séquence de la soirée sur un thème qui est fondamental en RSE et ou en durabilité, la crédibilité. C'est comme ça que l'aurait dit Lucchini, la crédibilité. Et sur ce thème de crédibilité, Alain était demandeur. Donc c'est Alain qui va commencer ce tour de table et qui avait particulièrement insisté sur l'importance de cette crédibilité pour un label. Alain, tu as la parole. Merci Gérard. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je pense qu'il y aura la place aussi pour les questions à la fin. Oui, ce thème de crédibilité, il est important parce que, je dirais, notre marché français foisonne d'initiatives à droite et à gauche sur un tas de labels. Parfois, la terminologie label qui est utilisée alors qu'elle ne devrait pas être utilisée. Parfois, on parle de certification. Alors moi, je suis moins intransigeant là-dessus parce qu'il y a une confusion entre les deux, même si l'approche est totalement différente. Mais voilà. Et ce terme cet aspect de crédibilité, pour moi, est fondamental. Il s'est traduit, cet aspect de crédibilité, par la publication d'ailleurs d'une norme homologuée. Dans la présentation, que tu as communiqué à un numéro. Alors, Monsieur de la Bourdonnais, je ne sais pas. Sur l'aspect de crédibilité, ça s'est traduit par une norme publiée en février 2024, hein, cette année, qui doit être la norme X30053, si je ne me trompe pas, Gérard. D'où vient cette norme? Elle est importante, et après je vais venir sur les principes de crédibilité. Et cette norme, elle a été finalement le résultat du rapport de la plateforme RSE de France Stratégie en février 2021, qui ouvrait la porte finalement à la mise en place d'un système de reconnaissance officielle des labels RSE. La plateforme attendait une lettre de mission, notamment du cabinet de Bruno Le Maire, mais qui n'est pas venue encore. Face un peu à ce vide qui existait, l'initiative a été prise en 2021-2022 par Filiance, qui est l'organisation professionnelle qui regroupe tous les organismes d'inspection, d'évaluation, les plus connus étant Bureau Veritas, SGS, APAV, Socotec, AFNOR, etc. Et nous avions rédigé un projet de guide que nous avons soumis à la plateforme, et la plateforme, l'ayant très bien accueilli, a demandé à ce que des travaux de normalisation soient officiellement engagés. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette norme? Eh bien, il y a des éléments extrêmement importants. Cette norme, elle évoque déjà 10 principes de crédibilité. Elle donne déjà un cadre général très important pour rappeler la conception même des labels, qui doivent s'appuyer sur un cahier des charges aligné sur les standards internationaux et notamment la norme ISO 26000, mais aussi elle met en avant qu'un label RSE crédible doit s'appuyer sur des évaluations récurrentes sur site. J'insiste là-dessus déjà. C'est le premier point déjà de sélection d'un label crédible ou pas, c'est-à-dire que la RSE, finalement, ça ne peut pas s'évaluer simplement sur l'analyse d'un questionnaire en ligne. Ça doit avant tout être fait par de l'évaluation sur site, parce que c'est avant tout une expérience humaine, l'évaluation, et qui nécessite des interviews de parties prenantes internes, externes, représentatives sur site pour constater finalement les bonnes pratiques et surtout la mise en œuvre de bonnes pratiques et l'obtention de résultats significatifs, que ce soit sur les impacts négatifs ou positifs. Donc ça, je ne vais pas m'étendre plus, mais on pourrait expliquer pourquoi l'évaluation sur site est aussi fondamentale et apporte la crédibilité. Mais je vais peut-être évoquer les 10 principes de crédibilité, qui ont été repris dans cette norme. Je vais les passer très rapidement, mais Très premier principe, rapidement, Alain, oui. oui, l'impartialité, c'est garantir que finalement, qu'il y a bien une séparation des compétences dans les différentes étapes du processus de labellisation.
professionnalisme et compétences, tous les acteurs de la chaîne du processus de labellisation doivent avoir la compétence, mais aussi la déontologie en termes d'éthique, d'honnêteté et de responsabilité. La transparence, point important. Vous devez pouvoir avoir accès sans aucune difficulté au référentiel de labellisation. Si vous n'avez pas accès au cahier des charges très précis, et que ce n'est pas simplement un flyer, mais plutôt le cahier des charges complet, posez-vous la question si vraiment le processus est crédible ou pas. Vous devez pouvoir avoir accès à la liste sans ambiguïté et sans difficulté de tous les labellisés. Ça, c'est très rare aujourd'hui et c'est trop rare aujourd'hui chez les labellisateurs. Et moi, j'insiste là-dessus parce qu'il doit y avoir une totale transparence. La confidentialité des données, ça doit être un principe incontournable. Le traitement et la réclamation des plaintes, finalement, un acteur peut très bien contester sa non-labellisation, ou en tout cas le résultat de sa labellisation. Et il faut avoir, je dirais, édicté des principes très clairs et des règles très, très claires sur la façon dont c'est traité. L'accessibilité, c'est qu'un label RSE doit être accessible à tout type d'organismes, que ce soit des grandes entreprises, mais aussi des TPE. Et ça, c'est fondamental. Et puis, il y a deux autres aspects de principe, qui est la matérialité et le principe de non-compensation. Alors, je finirai là-dessus très vite sur Oui, la oui, matérialité. Eh bien, on va traiter les impacts significatifs dans un label, bien évidemment. Et la non-compensation, en résumé, c'est j'octroie un label, mais je m'assure que dans l'évaluation et dans la remise de ce label, si je donne la mention bien, eh bien, je n'ai pas une surperformance sur un pilier du développement durable qui a compensé une sous-performance sur un autre pilier. Voilà. Je ne m'étends pas plus parce qu'il faudrait plusieurs heures pour expliquer tout ça. Mais voilà les grands principes qui sont pour moi, et en tout cas pour la commission de normalisation et pour tous les acteurs du marché aujourd'hui, des principes incontournables de crédibilité. merci pour ces principes détaillés. Alors, j'ai des requêtes à faire aux trois autres intervenants et des requêtes aussi pour les participants en salle virtuelle. N'hésitez pas à lister vos questions dans le chat. Hein. Donc, vous êtes très attentifs, c'est parfait, mais de temps en temps, donc, vous listez une petite question qui nous servira en fin de séance. Et je vais passer la parole à Cindy et aux autres intervenants en posant la question de la façon suivante, en fait. Euh, Alain s'est largement exprimé sur les critères de crédibilité avec la norme qui a été citée. On va commencer par Cindy. Si tu souhaites rebondir, Cindy, sur les propos d'Alain, finalement, ce mot de crédibilité, qu'est-ce qu'il évoque dans le contexte du label UIMM? La parole est à Cindy. Oui, merci Gérard. J'ai envie de dire, alors je ne connais pas cette norme, mais il y a certains principes auxquels évidemment on peut adhérer et je veillerai à regarder de près cette norme, quand bien même elle n'est pas réglementaire. Mais moi je dirais que finalement la crédibilité de notre label, c'est celle que nous octroient, les entreprises. Donc les entreprises qui s'inscrivent dans notre démarche pour progresser. Donc là, je rejoins, hein, il faut de la transparence, il faut du professionnalisme, il faut un certain nombre de critères qui ont été énoncés, euh, mais il faut surtout du concret, du pragmatisme et ne pas oublier la dimension économique, le business des entreprises. Donc encore une fois, il faut concilier transition à travers la dite RSE et la pérennité de l'entreprise. Le deuxième point, c'est la crédibilité que nous octroient aussi les parties prenantes qui reconnaissent les labels que nous proposons. Et quand je dis les parties prenantes, c'est les donneurs d'ordre, c'est les banques, c'est potentiellement les régions dans le cadre de l'éco-conditionnalité, c'est l'État dans le cadre de la commande publique. Il est aujourd'hui, je pense, de notre responsabilité, quand on se dit être un label crédible, effectivement, c'est de promouvoir nos démarches avec sérieux et transparence. Le greenwashing, il n'a vraiment pas sa place. Et il est de la responsabilité des donneurs d'ordre et des banques notamment de s'appuyer sur des démarches sérieuses
et utile aux entreprises pour encore une fois aller vers cette transition et tout en respectant la compétitivité des entreprises. Donc au-delà de ça, en fait, il faut à un moment donné que les labels crédibles, donc sérieux, au-delà d'avoir une bonne réputation, doivent pouvoir faire bénéficier à nos entreprises d'une certaine reconnaissance pour leur compétitivité et leur attractivité. Voilà. Merci Cindy. Merci. On détecte bien quelques convergences avec les propos d'Alain. Et je vais passer à François. François, la qualité, il y a une bonne rime là avec la crédibilité. Et donc, comment toi, tu définis, en essayant d'ajouter des choses aux deux témoignages précédents, comment tu définis pour Rexelis cette fameuse crédibilité? Bah, d'abord, la crédibilité au niveau de Rexelis, elle reprend depuis le début un certain nombre des critères qui ont été évoqués. Et je dirais que la seule chose qui n'est pas, qui est peut-être différent des trois autres labels, c'est qu'on n'a pas une intervention, en tout cas pour l'instant, d'un OTI pour faire pratiquer l'évaluation, hein, donc la délivrance du label. Donc pour autant, on a un comité de labellisation, on a bien sûr l'indépendance de l'évaluateur et de l'accompagnateur, enfin toutes ces questions-là qui sont assez basiques. L'intervention sur site, hein, qui a été soulignée, qui est importante aussi. Un rapport d'évaluation, enfin je ne vais pas tout vous détailler, mais une périodicité de 3 ans avec visite de suivi, enfin tout ça est structuré. Un réseau d'évaluateurs, une quinzaine en France dont on s'occupe activement pour les former, les accompagner, vérifier bien sûr ce qu'ils font. Donc tout ça est en place, la notion de transparence, moi je souscris totalement à tout ce qu'a dit Alain Jounot tout à l'heure et tout ce qu'on retrouve dans la norme NFX 3053. Pour la crédibilité, je voudrais ajouter peut-être quelque chose, c'est la démarche. On dit labelliser, accompagner. C'est important parce qu'une labellisation, elle peut être souhaitée par obligation. Effectivement, le donneur d'ordre demande à être labellisé, engagé RSE. Ben, si c'est la demande du donneur d'ordre, le sous-traitant, il va se plier à la demande. Mais il faut que ce soit une opportunité de travailler sur les questions de fond qui sont posées par la RSE, la stratégie, la matérialité, le système de management, la communication. Toutes ces questions-là, elles sont posées d'une manière ou d'une autre. Et le plus important, c'est que ça fasse progresser l'entreprise. On n'entende pas, moi j'ai entendu ça souvent, malheureusement, dans des entreprises sur les normes, les certifications ISO 9001 ou système de management. Ah ben oui, dans l'entreprise, il y a ceux qui bossent et il y a ceux qui font la qualité. Et ça, c'est épouvantable. Et j'étais, pas plus tard que jeudi dernier, dans une réunion d'un club qualité avec des responsables QHSE, et c'était assez frappant de voir, et ils étaient plusieurs à soulever ça, en disant, bah, finalement, on nous a collé la RSE sur le dos, si je peux dire ça comme ça, et on est assez désemparé parce que d'abord, personne nous aide, personne nous soutient, et même pas parfois la direction. Donc, il y a des situations comme ça. Donc, ces enjeux-là, ils sont extrêmement forts, et on est très attaché à ça. On est très attaché aussi, et là je pense à notre réseau, à distinguer, évaluer, auditer. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure et c'est bien présenté d'ailleurs dans la norme NFX dont on parlait. Et ne pas réduire la labellisation RSE à une question de conformité. Moi j'ai été très frappé, on a affaire à des professionnels qui ont une expérience d'auditeur système de management et ils ont toujours tendance à chercher, mais il est où le point de conformité? Alors, il y en a forcément, mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et le dernier point que je voudrais évoquer, et on attache aussi beaucoup d'importance à ça, c'est tout le dialogue qu'on peut avoir en amont. C'est-à-dire que quand une entreprise a un besoin, on va dire, de RSE, hein, d'une façon assez large, eh ben, c'est de prendre le temps de bien comprendre son contexte et d'essayer d'y répondre de la façon la plus appropriée par l'accompagnement, par le label, par un parcours. C'est vraiment, on insiste beaucoup là-dessus. Voilà ce que je voulais évoquer. Merci François. Pour Philippe, donc labellisateur national comme AFNOR, qu'est-ce que tu peux ajouter, Philippe? Beaucoup de choses ont été dites hein, sur cette fameuse crédibilité.
Qu'est-ce que tu pourrais rajouter concernant les Oui, labels de l'agence Lucie? alors merci à tout le monde d'avoir en effet bien creusé le sujet, mais alors tout d'abord la norme, oui, c'est important. En tout cas, la conformité à des recommandations, les recommandations de la plateforme RSE, qui était donc c'est une continuité de cette démarche qui est lancée depuis 2020-2021, et c'est très bien parce que la notion d'indépendance, la transparence, l'audit terrain, la réalité des constatations, c'est des choses très importantes. Mais la crédibilité du label ne doit pas se limiter, on va en parler tout à l'heure avec la CSRD d'ailleurs, mais à la notion de conformité. Moi, c'est une tendance que je vois dans la RSE aujourd'hui qui m'embête un petit peu. Euh, c'est en effet, et là-dessus, alors la norme y joue, hein, puisqu'elle l'audit terrain sur lequel elle a insisté, et je partage totalement le sujet, mais la crédibilité, c'est également qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat en tant qu'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise a mené. C'est là où l'intérêt du label, c'est d'avoir fait bouger les lignes et de nous faire avancer, parce que autant dans une démarche qualité, on constate de progrès de la qualité des entreprises, mais enfin, autant là, on parle d'enjeux gigantesques qui sont les enjeux climatiques et sociaux de l'humanité. Donc, on se doit de progresser. Donc, là, on a une obligation de résultat qui est différente. Et c'est pour ça qu'au-delà de la conformité de la méthodologie, qui reste un point important, la question, c'est qu'est-ce que le label apporte, donc dans quelle mesure il fait progresser les organisations. Et donc ça, c'est un point sur lequel, voilà, je pense qu'il faut compléter ça, sur le fait de dire qu'une démarche de labellisation n'est pas simplement une conformité, très, très loin de là. C'est une démarche qui fait bouger, on a tous un petit peu dit, même si j'insiste fortement là-dessus pour notre part, avec notamment notre labellisation qui est très liée aux engagements de progrès, au-delà de la photographie, mais voilà, cette crédibilité est vraiment liée à ça. Et donc là-dessus, les termes sont importants, et tu as utilisé le terme de greenwashing tout à l'heure, donc c'est important également pour les labels et d'être vigilant quand on choisit un label, de faire attention aux termes qui sont utilisés. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont utilisées sur la notion d'impact aujourd'hui, qui sont quand même totalement à côté de la plaque. Quand on parle d'un impact, on parle d'un résultat. Donc, qu'est-ce que je mesure comme résultat? Et donc, une conformité n'est en aucun cas un résultat. Donc, qu'est-ce que j'atteins comme limite? C'est pour ça qu'on parle de limite planétaire chez nous avec le label, le niveau maximum. Mais avant même d'aller là, qu'est-ce qu'on mesure comme résultat? Et c'est ça la crédibilité du label, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Important, effectivement. Vous avez pas mal de convergences, hein, finalement, dans vos présentations et votre point de vue sur cette crédibilité. On va arriver donc à la troisième séquence avant les questions et on va parler du réglementaire. Il faut se rappeler que la France a été le premier pays à légiférer sur le reporting extra-financier. C'était en 2001, donc ça fait quand même un bail. Plus récemment, donc la CSRD. On va parler aujourd'hui surtout de la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Alors pourquoi en parler? On pourrait se poser la question alors qu'on parle de label de RSE dans un cadre volontaire. Eh bien, c'est Philippe d'ailleurs qui va commencer et qui va nous expliquer finalement quelle cohérence on peut trouver entre un label de démarche volontaire et la fameuse pieuvre réglementaire qui est de plus en plus futée et affûtée. C'est Philippe qui commence. Oui, alors tout d'abord, donc la CSRD, en effet, tu utilises le terme de pieuvre, donc c'est un grand machin, il est certain. On a mis la RSE dans les mains d'experts comptables, alors forcément, il en sort quelque chose un petit peu complexe, mais bon, il n'en reste pas moins une démarche importante et qui va faire bouger l'Europe. Donc je pense que c'est plutôt, il vaut mieux qu'elle soit là qu'elle ne soit pas là. Par contre, on est exactement dans la continuité de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la CSRD n'est pas là pour évaluer des résultats, elle est là pour évaluer une conformité à une démarche et à une transparence de données. Donc, c'est très bien d'avoir la transparence de données, ça fait partie des fondamentaux des piliers de la RSE, la transparence, on est bien d'accord, mais c'est pas parce que je suis transparent que je suis propre.
je suis transparent, je discute. Alors, c'est un point qui va faire bouger, parce que si vous êtes transparent, bah, voilà, si vous devez montrer votre casier judiciaire, bah, vous faites en sorte qu'il soit vierge pour pouvoir être plus facilement crédible que si vous n'avez pas besoin de le montrer. Mais c'est pas parce que vous montrez votre casier judiciaire qu'il est vierge. Donc, Il y a une là-dessus, petite coupure, Philippe, c'est un premier excuse-moi. point de bien distinguer la démarche. Il y a une petite coupure hein, sur ton premier point, Ah. si tu peux juste citer les trois mots-clés, parce qu'il y a une coupure d'une fraction de seconde. Ah mince. Donc, la CSRD, c'est vraiment c'est montrer une transparence, c'est une déclaration qui montre la transparence de son information RSE. C'est en aucun cas une présentation d'objectifs et donc de résultats. Et donc, on n'est pas dans la mise en action, donc on est dans quelque chose de totalement différent d'un label. Par contre, quitte à faire un boulot sur sa déclaration en CSRD, autant ne pas avoir fait un autre boulot différent sur le label. Donc, c'est pour ça que, et nous, ça va sortir à l'automne, on va faire en sorte que pour le label Lucie, en tout cas, et je pense que la plupart font des choses dans cet esprit-là, mais on va faire en sorte que les entreprises n'aient pas à faire deux fois le travail de recherche des données, à les présenter différemment pour aller de la certification, enfin de la déclaration, pardon, CSRD à un label. Maintenant, donc on va prendre en compte un certain nombre d'éléments de la CSRD, c'est intéressant, mais attention, une démarche obligatoire de déclaration d'information n'a rien à voir avec une démarche volontaire de labellisation. La démarche volontaire, c'est le fait de dire, OK, l'état de lieu, on est tous d'accord sur l'état des lieux, voilà comment je produis mon état des lieux, c'est la CSRD, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et ce que je fais, ça c'est moi, et c'est le label qui va me permettre d'aller au-delà, de m'accompagner sur qu'est-ce que je fais de tout cela, jusqu'où je vais, et de montrer des objectifs ambitieux et d'aller bien au-delà du simple déclaratif. Donc deux choses totalement différentes. Par contre, on va faire en sorte que ça soit parfaitement compatible pour pas faire deux fois le travail, parce que en effet, la CSRD apporte un travail assez conséquent, donc il serait dommage de décourager les entreprises en apportant Ok, un Claire, autre travail différent, donc on va mettre ça en cohérence. Claire, disait Philippe, merci à toi. Et Cindy a peut-être quelques mots à ajouter à ce que vient de présenter Philippe pour l'UIMM, pour le label UIMM, Cindy. Quid de la cohérence avec la CSRD? Oui, alors il faut peut-être resituer un peu les choses. La CSRD, c'est un des outils pour financer la transition vers ce qu'on appelle l'économie plus durable. Autrement dit, les entreprises qui auront besoin d'investir pour opérer cette transition devront donner des informations fiables et comparables aux banques et aux investisseurs. Il y a un autre texte important qu'il ne faut jamais oublier, c'est le devoir de vigilance qui s'impose aux grandes entreprises et qui, avec la CSRD, ruisselle dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, on parle de droits de l'homme, d'environnement, d'éthique, d'achat responsable. Ça nous rappelle certainement quelques concepts ou de systèmes bien en place. Alors, tout ça va ruisseler dans la chaîne d'appro. On peut se dire que tout ceci sur le papier a le mérite de donner des standards européens et d'inciter à l'action par la mesure et la transparence, comme ça vient d'être dit. Maintenant, on attend une certaine reconnaissance du marché. Donc, pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement, moi je parle pour nos TPE, PME de la métallurgie, qui sont ni soumises à la CSRD, qui ne sont pas soumises au devoir de vigilance, mais qui sont soumises aux attentes fortes de leurs parties prenantes par effet de ruissellement. Donc là, on est en train de basculer une contribution volontaire à une contribution volontaire obligatoire, hein, si on peut le dire comme ça. Donc, nos TPE, PME, elles reçoivent une multitude de Il y a un micro qui doit être coupé, je suis en train de le chercher. Je sais pas, je vois Véronique Miribel, peut-être. Oui, coupé, coupé. Merci.
Donc, nos entreprises, TPE, PME de la chaîne d'appro reçoivent une multitude de questionnaires. Elles sont soumises à des systèmes de notation, voilà, on voit bien lesquels, et elles doivent y mettre beaucoup de ressources humaines et financières, tout ça sans être fondamentalement utile à leur business et à cette fameuse transition. Et on peut comprendre le désarroi de ces entreprises. Donc, il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre avec la CSRD. Dans le cadre de cette CSRD, il y a une norme volontaire qui va voir le jour pour les entreprises qui sont non soumises à la CSRD et notamment pour les entreprises qui ont des demandes des financeurs et des donneurs d'ordre. Donc, ça peut être une bonne nouvelle, mais il y a des conditions à ça. C'est si et seulement si cette norme fait bien référence au sein des parties prenantes. Donc, il faut que cette norme volontaire soit reconnue par les donneurs d'ordre et les banques, au moins dans sa grande majorité, pour éviter à nos entreprises de répondre, encore une fois, à une foultitude de questionnaires inutiles. Et dans ce cas, nos labels, en tout cas le nôtre à l'UMM, qui sera évidemment mis en cohérence avec cette norme volontaire, c'est notre ambition. Il aura encore plus de valeur ajoutée, une approche de performance globale industrielle pour aider l'entreprise à s'intéresser à ces enjeux et à grandir, et à répondre aux attentes des parties prenantes via cette norme volontaire. Donc c'est sur le principe ambitieux de dites-le nous une fois. Et une deuxième condition, c'est il faut que le contenu de cette norme volontaire soit raisonnable et proportionné pour des TPE-PME, avec un langage, somme toute, un peu moins conceptuel que le projet que l'on a eu dernièrement. Toujours est-il qu'on va se mettre en cohérence avec cette norme volontaire et de faire en sorte de la décrypter et de la rendre un peu plus comestible. Merci Cindy. Claire en majuscule avec un E et un S. Merci beaucoup. Même question à François pour le contexte d'un label associatif, la CSRD, qui pourrait paraître un peu raide et finalement qui doit être compatible avec Rexelis. Quel est ton point de vue, François? Or, oui, mon point de vue, c'est que c'est compatible. Dès l'instant où on a pris la peine de lire les 278 pages de la norme SRS, des normes SRS, on finit par trouver des domaines de compatibilité. Mais plus sérieusement, on est en train de travailler là-dessus. Et quand on regarde, ben, finalement, la question de la gouvernance, elle est bien en phase, plutôt bien en phase avec nos trois thèmes centraux. La question de la matérialité aussi, d'ailleurs, on va la retrouver en tout cas à ce niveau-là, mais on va la retrouver aussi dans les différents thèmes qui sont des thèmes de parties prenantes. Donc, partie prenante, ça veut dire porteur d'enjeu. Donc, quelque part, il faut bien garder ces idées fondamentales en tête. Euh, Également, on a un critère qui interroge sur la question des rapports RSE, donc la notion de rapport de durabilité, elle s'inscrit aussi dans ce champ-là. Et puis un critère qui interroge sur l'amélioration continue, donc évaluer l'engagement, sa concrétisation, évaluer les conditions de la progression, tout ça, ça fait déjà partie de la structure, si on peut dire, de Rexelis. Donc, actuellement, on est en train de... J'ai oublié de dire une chose, d'ailleurs, je crois tout à l'heure, c'est qu'on s'adresse quand même essentiellement à des TPE-PME. Et c'est important. Alors, je n'ai pas exclu, ça pourrait s'appliquer à une entreprise, une UTI, par exemple, on a déjà eu le cas, mais c'est important. Et actuellement, on finalise une version du guide de l'utilisation, alors qui est à la fois destiné aux accompagnateurs et aux entreprises utilisatrices, on va dire. Et il distingue ce guide pour chaque critère, ce qui est d'obligation et ce qui est suggestion de bonne pratique. On est arrivé à ce champ-là. On était parti au départ sur le cycle PDCA, ce qui est aussi une approche bien sûr intéressante, mais on est arrivé à cette approche-là et il fait le lien, ou il fera le lien, il va sortir fin août, mais avec la CSRD et aussi, je dirais, et il y aura des actualisations avec les normes de système de management qui sont en train d'évoluer. Je pense à la 9001 là, qui est en cours de révision.
Et donc, c'est important que cette connexion soit faite. Et par rapport à ce qui a été dit, bien sûr, pour ce qui est des PME et de la notion de ruissellement, ben, on a les travaux de l'EFRAG et la norme enfin, les recommandations qui seront faites aux PME qui sont à prendre en considération. Mais encore une fois, et je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, il faut absolument, dans tous les cas, que le fond prime sur la forme. Par contre, si une entreprise doit produire un rapport de durabilité, ben, il faut aussi lui donner des billes pour qu'elle puisse le faire dans le cadre d'une labellisation, même si ça n'est pas la même chose, et en tout cas alimenter cette production du rapport de durabilité. Troisième de la série, Claire, en majuscule aussi. Merci François. Et donc Alain aura le mot de la fin sur cette troisième séquence avant les questions. Engagé RSE a-t-il bien tous les critères pour s'accommoder de la CSRD? La parole est à toi, Alain. Ouais, je pense que il n'y a plus beaucoup de secrets parce que ça fait quand même un bon bout de temps que nous faisons pas mal de webinaires pour expliquer un peu la complémentarité entre le label engagé RSE et la CSRD. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir les replays puisque c'est en accès totalement libre et gratuit. Il y a un point fondamental, je pense. On ne te Moi, voit pas, Alain. Excuse-moi, on ne te voit Ah, pas à l'écran. pardon, je vais... hop, pardon. C'est bon, ça doit être là. Il y a un point fondamental. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'avis technique CSRD de la Haute Autorité de l'Audit. Et puis, et on est homologué par cette Haute Autorité de l'Audit pour faire la formation des 90 heures pour que les auditeurs deviennent des auditeurs de durabilité signataires des rapports de vérification. Donc, on a quand même pas mal épluché ces documents et on est même sollicité par le Conseil national de l'ordre des experts comptables pour réaliser pour leur compte certains modules. La CSRD, c'est pas uniquement des indicateurs, et ça c'est important de l'avoir en tête. Et on voit bien d'ailleurs par rapport au label engagé RSE qu'il y a des similitudes. À savoir que lorsque vous lisez les 12 standards de l'EFRAG, il y a à chaque fois la même architecture. À savoir qu'on va parler de gouvernance et stratégie, on va parler de gestion des impacts, risques et opportunités, et on va parler des métriques, et notamment indicateurs et objectifs. Et quand on est sur le label engagé RSE, on est un peu sous ces mêmes logiques. Sauf ce qui fait la grande différence, à mes yeux, entre une approche CSRD, voire approche volontaire CSRD pour les PME, mais c'est pas encore sorti aujourd'hui. Ce qui fait la grande différence avec nos labels, et je rejoins Philippe Vacher, ce que disait Philippe Vacher tout à l'heure, c'est que nos labels RSE mettent en dynamique de progrès et d'amélioration les entreprises, parce que la méthodologie qui est utilisée pour évaluer les entreprises, slash les auditer, si on va employer ce terme-là, cette méthodologie, elle se traduit par des conclusions qui vont aider l'entreprise à mieux comprendre quel est son niveau de performance à un instant T, mais sur comment elle peut progresser. Or, si vous transposez par rapport à la CSRD, l'approche, la méthodologie, on va dire l'auditeur durabilité, et je le mettrai dedans si vous voulez bien, finalement, sa mission est assez, on va dire, cadrée. Pourquoi? Bah parce qu'on voit bien que cette culture, on va dire, de l'exercice comptable, elle transpire sur cette culture de l'audit CSRD dans l'aspect conformité du process. Et je pense, en tout cas, je peux peut-être me tromper, que les conclusions des rapports de vérification qui seront faits pour dire à une entreprise si elle est conforme ou pas à la CSRD seront avant tout calées sur le respect d'un certain process, mais une entreprise pourra publier ces données et puis on constatera finalement qu'elle est moyenne, mais personne ne lui dira comment elle peut progresser. Et les labels ont ce rôle à jouer et seront de parfaits outils complémentaires, au même titre que ces labels vont plus loin que la CSRD. Parce qu'il y a quand même des champs qui sont manquants aujourd'hui dans les standards de l'EFRAG, et c'est normal, ils ne pouvaient pas tout aborder, et on les retrouve dans nos labels. Donc voilà ce que j'avais à dire sur approche CSRD et label RSE. Je pense que les labels RSE ont encore un grand avenir devant eux parce que les principaux résultats, et on le voit bien de nos labels, je parle collectivement, notamment avec l'agence Lucie, c'est avant tout, ça aide les entreprises véritablement à se transformer ou en tout cas à se mettre sur la voie de la transformation. Voilà.
Eh bien, écoute, le quatrième clair de la série pour Rafnor RSE, le petit clin d'œil, hein, on se détend 30 secondes avant de passer aux questions. Le petit clin d'œil, c'est que la conférence qu'on organise ce soir, elle est ou triannuelle. Et pour rappel, la première conférence, elle s'intitulait Les labels ivoire clair. D'où mon insistance. Et on va passer aux questions. Alors, la première question dans le chat, elle est d'Olivier. Il pose une question à Cindy. Est-ce qu'un consultant indépendant, c'est peut-être son cas, peut être référencé conseiller RSE UIMM? Et comment se faire référencer, demande-t-il, référent RSE dans une entreprise? Cindy, est-ce que tu veux bien répondre à Olivier? Merci à toi. Oui, je veux bien répondre. Alors, pour l'étape 1 avec la charte d'engagement, c'est exclusivement fait au sein de notre réseau des UMM territoriales dans le but de mettre le pied à l'étrier de nos entreprises. Donc, on a une connaissance forte de nos adhérents et donc l'objectif, c'est bien de leur mettre le pied à l'étrier avec ce niveau 1 et notamment quand on est de rang 2 ou 3 ou autre dans une chaîne d'appro, c'est très, très utile. Pour le niveau 2, pour le label, il faudra être organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC. Donc, il faudra passer par cette accréditation pour être référencé. La question d'Olivier portait aussi sur le référent pour l'entreprise. C'est-à-dire, Est-ce qu'un consultant peut être finalement le référent RSE à temps partiel d'une entreprise? ah ça c'est nous on fait pas de l'ingestion, hein, c'est le rôle de l'entreprise que de s'appuyer sur les compétences qui lui seront utiles. Donc soit quelqu'un en interne, soit quelqu'un en externe. Et bien entendu, il faut quand même que l'entreprise ait un référent dans l'entreprise pour piloter la démarche, quand bien même elle s'appuie sur des experts externes. Ok, très clair. Voilà. Une question d'Yvon ou d'Yves. Quelle différence entre des labels RSE et des certifications développement durable ou RSE type SA 8000 ou SMETA? Je pense que dans la salle, un de nos intervenants a la réponse à cette question. Au moins un ou deux. Quelle différence entre un label RSE et des certifications type SA 8000 ou SMETA? S-M-E-T-A. C'est quoi, Charles, tu veux que je réponde, c'est ça? Oui, vas-y si tu veux, avec Bah, plaisir. déjà, SMETA, c'est de l'audit éthique et social. Donc, on n'est pas sur l'ensemble des champs de la responsabilité sociétale. Si vous connaissez, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu SMETA, mais sur SMETA, vous avez finalement un audit à deux piliers ou à quatre piliers. Quand vous êtes à deux piliers, vous êtes sur les normes de travail, la santé, sécurité, et puis vous avez des éléments qui sont complémentaires sur les systèmes de gestion, le droit de travailler, la sous-traitance, le travail à domicile, etc. Et quand on passe à quatre piliers, on rajoute, on va dire, un aspect évaluation environnementale, mais surtout éthique des affaires. Donc, on est vraiment sur une approche plutôt conformité. Alors, nous, on a été questionnés là-dessus, et c'est pour ça qu'on travaille avec certains services de l'État, parce que dans le cas du label engagé RSE, finalement, ils se sont aperçus que le croisement de nos critères avec leur cahier des charges de l'audit social et éthique correspondait. Et ça permet finalement, par notre méthode de scoring, de s'assurer que finalement les documents qui sont produits par les entreprises sont effectivement parfaitement déployés et que leurs pratiques sont performantes pour respecter les principes éthiques et sociaux qui sont demandés par les services de l'État. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire, en fin de compte, nos labels RSE, je parlerai plutôt de manière collective, couvrent ces aspects-là et les couvrent d'autant mieux qu'à partir du moment où la méthodologie d'évaluation va permettre justement de s'assurer que les pratiques de l'entreprise permettent d'être performantes par rapport à une exigence fixée par ces cahiers des charges éthiques et sociaux. Voilà. Ok. Alors simplement pour le SA 8000 et pour aller vite, le SA 8000 fait partie des normes
extra-financières qui sont sorties à la fin des années 90 pour SA 2000 concernant plutôt le domaine du travail, le droit du travail. Hein, donc, rappelez que là, on est sur effectivement des certifications, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de normes qui ont été inventées par le monde financier pour les aspects extra-financiers. La question suivante également, on y a répondu, est-ce que le label français, alors il y a des labels français, se positionne uniquement par rapport à la directive européenne CSRD ou aussi par rapport aux normes IFRS? La réponse a été apportée pour les normes liées à la CSRD. Est-ce que Philippe ou Alain veulent répondre sur la cohérence avec finalement l'aspect international, hein, l'ISSB, qui est présidé par l'ancien patron de Danone, donc Emmanuel Faber. Est-ce que ces cohérences-là peuvent également apparaître? Qui veut te prononcer sur le sujet? Rapidement. Je suis pas expert de l'ISSB, je dis juste que les labels français ne sont pas écrits par rapport à la CSRD. Ils sont, enfin, nous, nos labels, on l'a mentionné, l'ISO 26000, qui est une norme internationale. Certes que les États-Unis ont jamais mis en application chez eux, mais qui est la vraie norme de référence. Donc, c'est quand même ça le point de départ. Donc, la CSRD est très proche de l'ISO 26000. Après, le grand débat sur l'ISSB et par rapport à CSRD, c'est la notion de double matérialité. Donc, je ne vais peut-être pas relancer le débat là, mais donc nous, de toute façon, on considère que la double matérialité, c'est un fondamental, c'est essentiel dans la démarche de progrès des entreprises. OK. Ensuite, on reste sur le ou les labels français et quid de la valeur d'un label français ou des labels français par rapport à des donneurs d'ordre européens ou même internationaux. Il veut répondre là-dessus? La question a été souvent posée. Bah, Elle là, mérite réponse. je veux bien apporter en tout cas un élément de réponse, hein. Il y a sûrement d'autres, mais c'est pour cette raison qu'on a créé le réseau Responsibility Europe, qui rejoint la question précédente d'ailleurs, hein. Cette association qui s'appelle Responsibility Europe porte une vision européenne de la RSE. Je rappelle, comme l'a dit très bien Philippe précédemment, les États-Unis font partie des rares pays à s'être opposés à la norme ISO 26000. La directive CSRD, d'ailleurs, cite la norme ISO 26000 dans son texte. Ça porte une vision européenne. Eh bien, on a créé ce réseau Responsibility Europe pour porter une vision européenne. Sur quoi ça repose? Finalement, on a intégré des principes de crédibilité pour accepter ou non des membres à rejoindre ce réseau. Et dès lors que ces membres rejoignent ce réseau, on leur permet d'avoir une signature commune dans leur label. Ce n'est pas un label spécifique, hein, c'est une signature, c'est-à-dire au-delà du logo qu'ils affichent, ça permet aux entreprises labellisées d'afficher également le logo Responsibility Europe. Et ce que nous disent les entreprises aujourd'hui, c'est que ça a ouvert plusieurs marchés, y compris à l'international. Et c'est pas pour rien si on a le Canada qui nous a rejoints, on a le Maroc qui nous a rejoints, on a la Tunisie qui nous rejoint, et on a d'autres pays hors Europe qui rejoignent. Donc voilà, c'est une réponse parmi d'autres, mais en tout cas, c'est un moyen qu'on a trouvé à un moment donné pour se dire, mais essayons de jouer collectif pour promouvoir individuellement, et c'est ça qui est important dans ce réseau, promouvoir individuellement nos labels respectifs. Et je précise, il n'y a aucune redevance ou quoi que ce soit, puisque la signature commune est attribuée gratuitement. Il n'y a aucun argent derrière. Voilà. OK. OK. Ensuite, Juste une pour compléter. question. Ouais, non. Oui, vas-y Philippe, ouais, pour Non, non, compléter. juste Ouais. pour compléter que les labels peuvent être disponibles dans différentes langues indépendamment. Donc, Oui. bon, voilà. Donc, nous, le label ici, bien sûr, traduit dans de nombreux pays. Alors, on est bien sûr plutôt franco-français sur la masse, mais on est également disponible dans de nombreux pays étrangers. Vous l'avez évoqué quasiment tous les quatre, hein, le fait d'avoir des cohérences demain avec la CSRD, notamment la CSRD simplifiée pour les PME, TPE, donne de fait une envergure aux exigences européennes. Une autre question, je vais la poser peut-être à Cindy pour avoir des différents représentants du tour de table. On parle de KPIs. Donc, Olivier qui demande des exemples de facteurs clés de succès ou d'indicateurs clés pour quelques domaines de RSE. Cindy, si tu peux donner quelques exemples et puis les collègues pourront compléter éventuellement.
Oui, alors sur les indicateurs clés, ce sont, à mon sens, les indicateurs qui sont aujourd'hui dans la CSRD et dans le devoir de vigilance. Et plus encore, la CSRD, c'est demain des normes sectorielles qui vont positionner les enjeux importants dans le cadre de l'analyse de matérialité. On va dégager les enjeux importants des secteurs. Donc, il me semble important de regarder de près ces futures normes sectorielles, de les regarder très attentivement parce qu'elles touchent les secteurs les plus impactés, qui vont être les plus impactés dans le cadre de l'attente de transition. Donc évidemment, si on parle de la métallurgie, on se doute bien que les enjeux d'énergie et de décarbonation vont être au cœur des réflexions. Merci Cindy. Euh, de l'importance et de l'impact de la CSRD, ça fait quand même quelques fois qu'on en parle sur à la fois les démarches, mais les labels, Alain l'a dit, Philippe l'a confirmé, les labels et les évaluations sur site gardent tout leur intérêt pour porter, pourquoi pas, en plus la CSRD. Et une question intéressante de Dorothea, je reconnais bien Dorothea, qui évoque un label dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé d'un certain label qui s'appelle B Corp et qui utilise d'ailleurs le terme de certification, nous rappelle Dorothea, et qui a du succès puisqu'il semblerait qu'il y ait en France 300 entreprises certifiées, entre guillemets toujours, B Corp. Et là, je vais me faire un peu plaisir. Je vais d'abord laisser réagir Alain sur, et Philippe donnera son avis bien sûr aussi, et pourquoi pas Cindy et François, B Corp, oui ou non, et pourquoi? Alors, deux choses déjà, hein, parce que la question portait sur le terme certification. Donc là, c'est pas Alain Jounot qui va répondre, c'est le rapport de la plateforme RSE, publié en février 2021, qui en page 109, alinéa, le petit alinéa 170, vous lirez, page 109, le terme certification employé par Bicorp ne correspond pas à sa définition réglementaire. Voilà, déjà. Donc, mais après, voilà, ils emploient ça parce que aux États-Unis, il n'y a pas la même vision. Mais je pense que c'est important de rappeler, puisque derrière certification, nous, en France, en Europe, on met autre chose. Donc ce terme-là ne correspond pas à sa définition réglementaire. C'est indiqué dans le rapport de la plateforme. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous lisez le rapport de la plateforme, page 109, le bas de page, et c'est clairement indiqué. Donc je réponds vraiment précisément à Dorothea. Maintenant, il est incontournable, entre guillemets, label. Il repose sur d'autres approches. Nous, on a, je vais peut-être anticiper un peu, mais oh non, je vais pas anticiper. Mais nous, on a lancé avec différents acteurs un programme de recherche. On a financé un programme de recherche avec l'IAE de Bordeaux et des chercheurs qui sont en train de faire une étude assez poussée, voire très poussée, hein. Elle a déjà commencé depuis plus de 12 mois. Elle va se finir à la fin de l'année. Et donc, les articles scientifiques seront publiés, je pense, l'année prochaine. Et ces chercheurs travaillent pour une meilleure compréhension des labels RSE et leur positionnement par rapport au label B Corp. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la culture venant des États-Unis n'est absolument pas la nôtre. Et ce qui explique pourquoi ce succès de B Corp, avec cette notion très forte d'appartenance à une communauté, mais au sens la communauté américaine, etc. Et voilà. Et premier point que je pourrais peut-être déjà donner par anticipation, c'est qu'en fin de compte, nos labels RSE ne doivent pas se mettre en concurrence avec B Corp. Les entreprises qui choisissent B Corp ne choisiront pas nos labels et inversement. On choisit nos labels vraiment pour différentes raisons. Je pense qu'on se rejoint, je pense largement avec Philippe, sur le fait que on apporte quelque chose de structurant et de structuré pour aider les entreprises à se transformer. Ce n'est pas forcément ce que recherchent les entreprises lorsqu'elles vont vers le label B Corp. En tout cas, c'est déjà les premières conclusions des chercheurs. Et elles ne recherchent pas ça.
Et donc, les critères de motivation pour aller vers un label ou un autre label ne sont absolument pas les mêmes. Et donc, nous ne sommes pas du tout en concurrence. Ne cherchons pas à nous mettre en concurrence. Bicorp existe. Ils ont une puissance de feu qui, on le sait, venant des États-Unis avec des budgets colossaux. On le sait, ça, hein, c'est transparent en termes de marketing. Bah, on ne peut pas rivaliser. Voilà. Maintenant, charge aux entreprises de se poser la question, et je finirai mes propos par juste un point. Je suis parfois quand même assez interrogatif de voir certaines entreprises françaises qui ont un marché uniquement franco-français choisir Bicorp. Autant je comprends une entreprise qui exporte et qui a besoin parce que c'est exigé aux États-Unis, ou en tout cas ça a plus de promotion aux États-Unis, ça je veux bien comprendre. Mais par contre, j'ai vu certaines entreprises françaises, franco-françaises, sur un marché franco-français, aller vers Bicorp, je me suis interrogé. Voilà. Alors, avec une petite cerise sur le gâteau des labels hors Bicorp, Bicorp, la majorité des évaluations sont faites en ligne et en documentaire, et pas sur site, hein. C'est un point important. Une question de Nordine. Intéressante en fait pour des groupes qui auraient ou qui ont bien sûr des filiales dans différents pays. Et la question de Nordine, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des audits, entre guillemets, de complaisance sur des sites loin des établissements européens, avec des sous-traitants éloignés? Quels pourraient être en fait les garde-fous concrets pour s'assurer d'une évaluation terrain à ISO périmètre? ISO au sens même périmètre, éviter donc le greenwashing avec les business units qui sont loin, loin, loin dans des pays particuliers. Qui veut répondre sur ce risque? Philippe, Alain, Cindy ou François? Je veux bien me lancer un petit peu, même si la question est un petit peu complexe, mais euh, bon, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on va pas avoir on va avoir la même rigueur et la même exigence, quel que soit le pays, mais on va quand même s'adapter au contexte culturel. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit, que on ne va pas forcément demander exactement et c'est là, les mêmes choses en termes de données pures d'un pays à l'autre, et c'est là où l'importance que les auditeurs, enfin nous, nos évaluateurs, bon, comme d'autres, hein, j'imagine, mais ça va être des évaluateurs du pays qui vont être les partenaires enfin, les filiales de nos partenaires internationaux qui font les audits, et donc ils vont s'adapter au contexte de chaque pays. Donc je dis ça, c'est parce que le fait qu'ils soient loin ne change pas la méthode, quoi, si vous voulez. C'est pas parce qu'on peut être en Asie, on peut être en Oui. Amérique du Sud, ça ne change pas les exigences. Après, la formation des auditeurs ISO 26000 dans certains pays, il faut un peu les chercher, je suis d'accord. Donc à ce moment-là, on va plutôt travailler avec des assemblages, entre guillemets, d'auditeurs, voire le fait d'avoir des pools d'audits qui vont faire à travailler à plusieurs sur un site, parce qu'on ne va pas trouver facilement la compétence pour certaines évaluations. Nous, on a le cas notamment sur le numérique responsable, où c'est difficile, même en France, de trouver des évaluateurs. Et donc, dans certains pays, on va demander deux certifications. Ils peuvent intervenir à deux sur des audits. Alors, c'est plutôt ça coûte un petit peu plus cher, hein, forcément. Voilà, donc après, le rapport est un rapport consolidé. L'auditeur fait son boulot avec sérieux, et il y a un coordinateur des audits à l'étranger qui fait qu'on remonte les informations et que tout cela est suivi. Et donc, l'auditeur lui-même n'a aucun intérêt à donner ou ne pas donner l'audit. C'est la différence entre l'auditeur et l'évaluateur. Et donc ça, je pense que... Ok, Voilà. merci Philippe. Une question et une remarque de Pablo. Les compétences des évaluateurs et leur déontologie, bien sûr, est importante. Et finalement, l'idée qu'il propose, pourquoi la transparence n'irait pas jusqu'à finalement définir ou rappeler quel évaluateur a accompagné quelle organisation, quelle entreprise pour obtenir son label. Donc avoir une transparence sur finalement l'auteur de l'évaluation. Quel est le point de vue des évaluateurs, des labellisateurs qui sont autour de cette table là-dessus? Alors, je sais pas, parce qu'à un moment donné, j'ai compris la question, si on parlait vraiment des labels ou de ceux qui préparent les entreprises à se faire labelliser. Donc, si la question est orientée, finalement, la transparence sur l'évaluateur qui a évalué, entre guillemets, slash audité l'entreprise, c'est transparent, c'est totalement transparent, y compris la compétence. Et là, on revient sur un point qui est essentiel.
qui est finalement quel est le processus que met en place le labellisateur pour garantir la compétence des évaluateurs qu'il missionne pour réaliser cette mission d'évaluation et d'audit. D'accord? Et ça, c'est important parce que c'est vrai que pour certains labels, alors tu en as cité un tout à l'heure qui ne fait pas l'objet d'évaluation sur site, mais qui est-ce qui analyse les résultats des questionnaires au même titre qu'on pourrait parler d'autres beaucoup plus connus aussi au niveau mondial, mais qui analyse le questionnaire? Nous, c'est totalement transparent. Nos 120 évaluateurs, ils ont reçu une certification officielle sur la base de 4 jours de formation et un examen d'une demi-journée. Ils sont sélectionnés à la base, ils sont autorisés à suivre la formation qualifiante que s'ils ont plusieurs années d'expérience en matière de RSE. Il y a une liste qui est connue, mais je te donne juste un exemple sans citer l'organisme. On est sollicité aujourd'hui par une organisation professionnelle qui nous demande les compétences de nos évaluateurs dans son secteur d'activité. Eh bien, on lui a remis l'ensemble des 60 personnes qui sont compétentes sur ce secteur. Donc moi, j'ai pas de difficulté là-dessus. Je pense que d'autres labels, mais qui ne sont pas présents ce soir, feraient bien de s'inspirer de ces règles de transparence et de compétence. Un complément, Cindy? Oui, en fait, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je ne vois pas quelle serait la difficulté pour nous de ne pas d'être transparent sur les évaluateurs et leurs compétences. C'est le cas, hein. Nous, les évaluateurs, d'ailleurs, signent les rapports faits aux entreprises, donc ils sont co-signataires avec l'entreprise pour l'engagement de l'entreprise sur l'état des lieux dans l'entreprise et également sur le plan d'action engagé. Et demain, vu que nos organismes tiers indépendants seront accrédités par le COFRAC, le cahier des charges prévoit bien des compétences spécifiques pour ces organismes avec des formations obligatoires pour pour bien s'inscrire dans le cadre du label UIMM. Et les noms des évaluateurs ne seront pas nécessairement secrets. Il n'y a pas de raison. Merci. Merci Cindy. La remarque de Monsieur Moreau, si c'est son nom de famille, je vais la citer très rapidement. C'est à la fois une remarque et un regret. En fait, la remarque, c'est que ni Bicorp ni Ecovadis, là je cite deux marques, ne répondent à la norme X30 053. NF X30 053 ne répondent pas donc à cette norme. Et le regret de Monsieur Moreau, c'est qu'il est quand même dommage que les entreprises françaises et européennes, et probablement américaines pour Bicorp, donc s'intéressent, ou en tous les cas font appel à Bicorp et à Ecovadis. On ne fera pas de commentaires là-dessus, c'est une affirmation et donc elle est citée. Ensuite, Philippe Lefebvre, qui fait partie de la commission normative développement durable et RSE, est-ce que la question des impacts sur les limites planétaires, sur les cibles ODD, n'appelle pas une évolution des labels RSE qui sont traditionnellement plus centrés sur des performances mesurables du point de vue des entreprises, outputs, que sur des performances mesurables du point de vue de la planète et de l'humanité. Là, on est au cœur de la figure 2 d'ISO 26000, Outcomes Impacts. Qui veut répondre à cette remarque de Philippe? On était tout à l'heure sur le commentaire du mot impact, hein, et là, on est sur la caractérisation des impacts. Alain? Rapidement, nous, on a fait évoluer, même si on n'a pas rendu officiel, mais on fait évoluer légèrement notre système de scoring que tu connais en PDCA. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique, etc. Mais il y a un point intéressant dans la CSRD, d'ailleurs, qui va être extrêmement, alors je dis intéressant, mais qui va être extrêmement gênant pour les entreprises quand même, hein. Je vais le citer. Qu'est-ce qui est dit dans les standards de l'EFRAG, notamment, je prends l'exemple du standard de l'ESRS E1 sur le changement climatique, c'est que l'entreprise, à un moment donné, doit fixer une cible par rapport à son plan de transition et elle doit démontrer que sa cible lui permet et son objectif doit être en accord avec les accords internationaux, notamment les accords de Paris. D'accord? Donc ça, je souhaite bon du courage à des entreprises du CAC 40
dont on sait par une publication de WWF que 90% d'entre elles ne sont pas conformes aux accords de Paris. Donc, je ne sais pas comment on va faire l'auditeur durabilité pour dire qu'ils sont conformes à la CSRD. Mais ça, c'est autre chose. Mais néanmoins, si on revient sur ce texte des standards de l'EFRAG, ce qui est intéressant, et c'est ça qu'on fait évoluer dans notre label, c'est que maintenant, on va être nettement plus exigeant dans la notation, notamment sur l'aspect indicateur, sur la démonstration qui sera faite par l'entreprise que l'objectif et les objectifs qu'elle se fixe en matière environnementale, sociale, etc., sont bien des objectifs qui permettent de s'aligner avec les textes internationaux, les accords internationaux, etc. Et je pense que c'est important parce que ça va challenger les entreprises à se fixer un objectif. Je peux très bien dire, ah ouais, je me suis fixé un objectif de réduction de 15% de mes émissions de CO2. Puis j'ai mon voisin d'à côté, il a dit moins 5%. On va dire, bah, le voisin d'à côté, il est nul. Ben non, parce que détrompez-vous, le voisin d'à côté, lui, ça fait déjà 10 ans qu'il réduit, et donc il est quasiment sur la trajectoire. Alors, celui qui fait moins 10%, lui, il était complètement nul. Et donc, c'est ça qu'il va falloir regarder maintenant dans les labels, à savoir la pertinence de l'objectif pour avoir une trajectoire, ce qui permette justement d'atteindre ces résultats significatifs. Voilà, en tout cas, je donne un exemple par rapport à notre label. Nous, c'est ce Merci qu'on a Alain. construit avec le label Lucie Positive, quoi. C'est ça la logique. Mais je pense Ok. qu'en effet, on est dans l'obligation au niveau des marchés RSE dans les années à venir de vraiment prendre acte. D'un côté, il y a la RSE, entre guillemets, documentaire et réglementaire, où bah, quand on était volontaire il y a 10 ans, aujourd'hui, ça va être la norme tout simplement, et la moindre des choses, entre guillemets. Donc, il faut vraiment passer ça vers une RSE de résultats. Et donc, les limites planétaires sont le meilleur des indicateurs, je pense. Merci. Espérons que ça rassure notre Philippe international. Une remarque intéressante de Pablo, puisqu'on a cité plusieurs fois la plateforme RSE, et il cite le portail RSE qui propose déjà beaucoup d'informations en matière de CSRD. Donc c'est une information qui est diffusée à tout le monde. Il est déjà 49, hein, on a dépassé de 4 minutes. Je vous propose de prendre encore quelques petites minutes. On va se quitter évidemment avant 20 heures. Et on a répondu à la question de Monsieur Moreau, je pense, hein, quelle complémentarité ou doublon entre les labels RSE et la CS 3D. Oui, la CS 3D. Est-ce que Cindy peut répondre sur cette complémentarité ou quelle finalement cohérence avec la CS 3D? Oui, bah écoutez, c'est un point fondamental pour nous. Tout le monde parle aujourd'hui de CSRD et évidemment, il ne faut pas l'occulter. Et c'est quand même principalement l'outil du monde financier. Mais il ne faut effectivement pas oublier le devoir de vigilance. Et on se met en totale cohérence avec ce sujet-là. C'est un point important pour les donneurs d'ordre. Les droits de l'homme, l'environnement, l'éthique et les achats responsables font partie intégrante des sujets que l'on traite dans notre référentiel. Et ça, on s'est mis un point d'honneur là-dessus, c'est fondamental. Merci Cindy. Donc on insiste, la question est intéressante pour compléter effectivement celle sur la CSRD. Encore un complément, je crois. Vas-y. Juste, c'est pour ça qu'on est très attentif à la norme volontaire, parce que la norme volontaire, son objectif, c'est bien, et c'est énoncé par les FRAG, c'est bien de permettre de répondre aux demandes des financeurs et des donneurs d'ordre. Et si on ne répond pas aux attentes des donneurs d'ordre du fait du devoir de vigilance dans cette norme volontaire, on sera passé à côté du sujet. Donc, il y a intérêt à ce que cette norme volontaire prenne en compte le devoir de vigilance et que notre label le fasse. C'est ce qu'on a fait à ce jour. Merci encore. La question de Philippe, je vais la poser rapidement, mais sous forme finalement de remarque. Il évoque le fait que la CSRD va finalement inciter à une évolution des pratiques des entreprises en favorisant la transparence, on en a parlé, sur des questions de stratégie, de gestion des risques, de gouvernance vis-à-vis du développement durable. Donc, je pense qu'on était OK sur cette affirmation. Et puis, Vincent, président de la commission normative développement durable RSE en France,
Une démarche de RSE peut être révélée et valorisée par un label alors que la CSRD va aider, inciter, obliger à rendre compte de cette démarche selon un cadre, notamment la double matérialité. Il y a une question qui suit là-dessus. Le choix d'indicateurs, mais le point de départ reste de mettre en place une démarche de RSE crédible. Donc Vincent confirme ce qui a été dit par les 4 personnes autour de la table. On a une démarche qui porte l'ensemble de l'attention à l'égard des enjeux des parties prenantes, des exigences réglementaires, si on parle de la CSRD, mais oui, euh, la démarche RSE est fondamentale pour porter tout cela. Et puis derrière, ici, une question de guise, prénom ou non, je ne sais pas, comment mesurer la création de valeur à l'aune de la CSCRCD? Alors, c'est probablement la CSRD, création de valeur à l'aune de la CSRD. Je pense qu'on a évoqué ce sujet et il se dégageait, je pense, des réponses des uns et des autres que la CSRD, finalement, on a beaucoup râlé il y a quelques années. Aujourd'hui, on est dans un certain consensus pour dire qu'elle va être utile. Et ensuite, une question qui a un rapport avec les propos de Philippe, décrire en quelques mots la double matérialité. Alors, le faire en quelques mots-clés, sans trop allonger le délai. Philippe, Alain, Cindy ou François. Double matérialité en quelques mots, en version non pas vulgarisation, mais simplicité. Qui veut se lancer? Et la Moi, différence, si je bien dois sûr, dire avec la trois, simple matérialité internationale. ouais, alors, je ne suis pas forcément un ultra spécialiste du thème, mais enfin, pour moi, en vue de mode simplification, c'est simple matérialité. On est sur les enjeux qui portent sur l'équilibre financier, enfin, les enjeux financiers de l'entreprise, l'intérêt financier de l'entreprise, et en considérant que les impacts sur les parties prenantes de l'environnement vont impacter à un moment donné les enjeux financiers de l'entreprise, alors qu'en double matérialité, on se pose vraiment la question quels sont les enjeux pour les parties prenantes et surtout l'environnement et on additionne les enjeux des deux côtés, on se préoccupe des deux sujets, quoi. C'est pas mal. Alain, un petit complément. Donc, on est bien sur Je sais les pas. deux points de vue, hein. Non, c'est clair ce qu'a dit Philippe? Oui, oui, c'est très clair. Peut-être juste un complément, c'est que le principe de double matérialité était déjà inscrit dans la norme ISO 26000 et que les grands experts de l'EFRAG n'ont rien inventé. Il suffisait de lire attentivement la norme ISO 26000 pour comprendre le principe de double matérialité. Et voilà, je referme la parenthèse. Oui, et un petit rappel pour les productions normatives, donc une norme qui est très intéressante, NFX 30-029, qui permet de hiérarchiser les éléments, qui aboutit à des priorités d'action. Cette norme va être mise à jour, évidemment, en prenant en compte les nouveautés de la CSRD. Le programme démarre fin d'année 2024 pour un texte qui serait proposé fin 2025 ou début 2026. Adèle, qui a une question sur les indicateurs clés, est-ce qu'il en existe en matière de diversité et d'inclusion, ou bien les labels RSE n'adressent-ils que des enjeux de responsabilité écologique et de gouvernance? La réponse est très claire, très claire. Qui veut répondre sur finalement la complétude des enjeux compris dans un label RSE et dans ceux qui sont autour de la table? Je veux bien, je veux bien François, allez. répondre, oui. La RSE, c'est au départ sont qualifiés de développement durable. Alors, il y a souvent un malentendu sur le mot développement durable, mais c'est bien l'économique, le social et l'environnemental. Donc, le social a toute sa place et tous les indicateurs, y compris des indicateurs très basiques sur la santé sécurité au travail, mais la parité homme-femme, on retrouve tout ça dans les systèmes d'indicateurs et c'est vraiment la question de la partie prenante, salariés, collaborateurs dans l'entreprise qui est posée avec tout ce panel d'indicateurs. Merci François, c'est bien de le rappeler. On est bien toujours à la source du développement durable et on traite donc l'ensemble de ces enjeux sur les trois piliers élargis. Béatrice,
Pose la question, est-ce qu'il y aura un rapport? En fait, la webconférence est enregistrée. Quand elle aura été validée par les intervenants, le replay sera disponible et dans le document Zoom, il y aura également les questions du chat et les réponses apportées verbalement par les intervenants. Un remerciement de Dorothea sur la réponse d'Alain concernant Bicorp. Et puis, je crois qu'on arrive au terme des questions qui ont été posées. Beaucoup de remerciements. On a encore une trentaine de personnes en ligne alors qu'on a dépassé le timing. Et donc, je vais finir par des remerciements aux 4 intervenants. Je veux parler de Cindy Levasseur, je veux parler d'Alain Gounod, je veux parler de Philippe Vacher et de François Salatko. Et puis, bien sûr, un remerciement à tous les participants de la salle qui ont tenu le coup pour la plupart jusqu'à la fin de la séance. Un grand merci à tous. Le replay sera disponible dans quelques semaines après validation des intervenants. Un grand merci, un bon appétit et un Merci à très toi. bel été à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée. Merci pareillement. Bonne Ouais, soirée, merci à vous.